Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes, donc je vais tenter d'être clair. Et puis pour la première fois, peut-être que mes parents pourront enfin comprendre mon sujet de thèse, et donc ça m'arrange. En plus en 10 minutes, donc dès qu'ils auront des questions, hop, j'enverrai la vidéo, donc ça m'arrange. Donc c'est vraiment une excellente initiative et j'invite toutes les personnes à faire ce genre de présentation parce que ça va m'épargner beaucoup de temps. Donc, je m'appelle Yanis, je suis comme Benoît et comme Afifi également doctorant en économie. Je suis doctorant au Centre d'économie de la Sorbonne et à Milan. Donc, grosso modo, je passe la moitié de mon temps à Paris et à Milan, et ça, c'est chouette. Mis à part ça, évidemment, j'aimerais vous parler d'une autre thématique, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ici, on a un panel de doctorants qui abordent tous des thématiques très différentes. Benoît travaille sur l'économie de l'environnement, Afifi fait du commerce international. Moi, j'appartiens, si on veut, à la branche qui étudie les pays en voie de développement, donc autrement dit l'économie du développement. Et cette diversité se reflète également dans les différentes méthodologies que les chercheurs, que les économistes utilisent pour faire leurs travaux. Grosso modo, on va avoir certaines personnes qui vont simplement baser leurs travaux sur des enquêtes qualitatives et vont discuter avec des personnes, se rendre sur les lieux. C'est une approche et une manière de faire de l'économie comme il y en a tant d'autres. Il y a également des modèles théoriques, mathématisés la plupart du temps, lorsqu'on ne peut pas observer la réalité ou lorsqu'on n'a pas accès à certaines données. Et évidemment, depuis le début des années 2000, il y a des économistes qui utilisent des techniques statistiques et qui utilisent et qui exploitent des grandes bases de données. Et c'est le cas pour l'ensemble d'entre nous, c'est-à-dire que Afifi, Benoît, moi-même et Elsa, on fait ce qu'on appelle de l'économie appliquée, c'est-à-dire que nos travaux reposent sur l'exploitation de larges bases de données en tentant d'utiliser des outils statistiques pour tenter évidemment de trouver des liens entre différentes variables et évidemment de mettre en lumière des mécanismes. Et donc, aujourd'hui, avant même de commencer à présenter mon sujet de thèse, eh bien, je vais d'abord vous parler des données, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ce qui nous occupe la plupart de notre temps. Donc la plupart de notre temps, on est dans nos bureaux, derrière notre ordinateur, et on essaye de comprendre des larges bases de données. Et avant même d'essayer de comprendre de larges bases de données, on essaye d'obtenir ces bases de données. Et là aussi, c'est pas facile. Et j'en sais quelque chose, puisque, si vous voulez, le premier chapitre de ma thèse, le chapitre 0, c'est justement d'essayer d'avoir accès à une large base de données. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas. Et que donc, pour étudier ce que je souhaitais étudier, donc en l'occurrence l'évolution de l'emploi manufacturier dans l'ensemble des pays en voie de développement et des pays développés depuis les 60 dernières années, eh bien, j'allais être obligé de créer une base de données. Alors, en réalité, je compile une base de données, donc c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il y a des données un petit peu partout, personne n'est allé les voir, et donc mon objectif à moi, c'est de les compiler, de les harmoniser, et surtout de les nettoyer. Alors qu'est-ce que c'est que nettoyer une base de données? Je vais éviter de rentrer dans des critères trop techniques parce que tout évolue et c'est pas facile, mais grosso modo, je vais vous donner un exemple. J'utilise comme base primaire pour construire ma base de données des enquêtes que les entreprises, si vous voulez, complètent pour indiquer quelle est leur valeur ajoutée ou combien d'employés ils avaient à cette année-là pour ce pays-là. Et mon objectif à moi, évidemment, c'est d'essayer de faire en sorte d'harmoniser toutes ces bases de données et de faire en sorte que le nombre d'employés qui est déclaré au Pérou dans le secteur du textile soit comparable avec le nombre d'employés dans le secteur de l'alimentaire au Pakistan en 69. Et évidemment, c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs choses qui interviennent. Les normes et la manière de reporter les données, ça évolue énormément avec le temps. Et en plus, les instituts statistiques, en fonction de là où ils sont et des règles et des normes qu'ils suivent, eh bien, ils vont le reporter de manière différente. Et de fait, les comparaisons qu'on va faire à terme, eh bien, elles peuvent être biaisées. Donc, une grande partie de notre travail, ça va être d'harmoniser et de faire en sorte que les comparaisons soient faisables. Des comparaisons entre pays, évidemment, mais des comparaisons dans le temps. Pouvoir ne serait-ce que comparer l'emploi industriel au Pérou, pour reprendre le cas des sardines, par exemple, en 2019 avec l'emploi industriel en 1963, par exemple. Et nettoyer, ça, c'est aussi une autre partie de notre travail, puisque tout simplement, parfois, lorsqu'il n'y a pas de données,
Eh bien, c'est ce qu'on appelle des données manquantes. On n'a pas de données manquantes et parfois les entreprises, au lieu de déclarer qu'ils n'ont pas réussi à déclarer une certaine donnée, ils vont indiquer par exemple qu'il n'y avait pas d'employés cette année-là. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'imaginez, on se retrouve à vouloir faire des comparaisons entre pays et entre années et subitement, au lieu d'avoir une valeur manquante pour un secteur, on se retrouve à avoir un zéro, donc qui voudrait dire que dans ce secteur, il n'y a aucun employé. Et donc ça, évidemment, c'est un problème. Donc une grande partie de notre travail, c'est d'abord de collecter des données, de les harmoniser et de faire en sorte ensuite qu'on puisse les exploiter. Pour du reste, pour tout ce qui est des techniques statistiques, corrélation, causalité, je laisserai ça à Elsa juste après moi. Et maintenant, je vais vouloir rentrer dans le cœur de ma thèse, ce qui m'importe et ce qui m'intéresse, avec ce merveilleux titre, l'industrie, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, l'introduction de Ghislain était très bien. C'est-à-dire que l'ensemble de nos pays développés sont passés grosso modo par 3 phases, c'est-à-dire qu'historiquement, à des stades de développement relativement faibles, nos sociétés, Angleterre, France, étaient dominées par le secteur agricole. Puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle donc un déplacement, alors là, des facteurs de production, donc ça c'est le terme qu'aiment utiliser les économistes, mais grosso modo, c'est les travailleurs, le capital, qui se sont déplacés vers l'industrie manufacturière, puis ensuite qui se sont déplacés de nouveau vers le secteur tertiaire, donc si vous voulez, le restaurant, les théâtres, etc. Et en fait, chacune de ces mutations sectorielles, donc la transformation de la structure de l'économie, elle a permis l'augmentation considérable des niveaux de vie. De sorte qu'aujourd'hui, et lorsqu'on regarde la période et l'évolution des revenus par habitant et des taux de croissance, eh bien c'est l'industrie manufacturière qui apparaît comme ayant été le principal moteur de croissance. C'est le moment où les niveaux de vie ont réellement décollé. Pour faire simple et pour être très rapide, en partie parce que dans le secteur manufacturier, il y a des gains de productivité qui sont très élevés, de sorte que lorsque les facteurs de production, le travail, le capital, se déplacent vers l'industrie manufacturière, eh bien cela crée des gains au niveau national. Et donc maintenant, tout l'enjeu de ma recherche, c'est, une fois qu'on part de ce postulat-là, de savoir ce qu'il advient pour les pays en voie de développement. Pourquoi ? Grosso modo, depuis 1990, ce que l'on observe, c'est que dans la plupart des pays en voie de développement, la part de l'industrie manufacturière, si vous voulez l'industrialisation, c'était la phase où la part de l'industrie manufacturière augmente, la désindustrialisation, c'est le moment où l'industrie décline, eh bien on observe que depuis les années 90, en moyenne, les pays en voie de développement ont tendance à se désindustrialiser à des niveaux de revenus par habitant largement inférieurs à ceux des pays que l'on considère aujourd'hui comme développés. Donc nos économies, les premières économies industrielles, si vous voulez. Et donc ça, évidemment, ça pose plusieurs questions. Ça pose plusieurs questions, puisque si nos économies, à nous, ont réussi à s'enrichir considérablement grâce au secteur industriel, qu'est-ce qu'il adviendra des pays en voie de développement si jamais on observe cette désindustrialisation précoce qui signifie donc que les pays en voie de développement se désindustrialisent à des niveaux de revenus par habitant inférieurs aux premières économies industrielles. Autrement dit, que l'industrie manufacturière serait potentiellement plus autant un moteur de croissance aussi efficace que par le passé. Et donc ça pose de vraies questions. Comment les économies en voie de développement vont pouvoir converger rapidement vers des niveaux de revenus par habitant semblables aux nôtres? Et c'est l'une des premières questions que je me pose dans ma thèse. Évidemment, je ne vais pas vous donner des réponses. Constamment, je vais ne faire que poser des questions. Donc ça, c'est l'une des premières questions que je me pose. Quelles autres stratégies de croissance alternatives il pourrait y avoir pour ces pays en voie de développement? Et deuxième chose, il faut tout d'abord aussi tenter potentiellement de réfuter ce constat. Est-ce que c'est vraiment le cas? La plupart des études analysent toujours ce phénomène avec des données très agrégées au niveau du pays et de l'année. Et avec l'objectif de ma base de données, c'est essayer justement de cerner et de regarder si jamais il n'y aurait pas des différences entre les branches du secteur manufacturier. Peut-être qu'il y a une désindustrialisation précoce qui affecte la plupart des pays en voie de développement parce que certaines branches du secteur industriel ne sont plus autant efficaces que par le passé. Peut-être que la branche de l'agroalimentaire, comme ces sardines par exemple, puisque ça c'est de l'industrie manufacturière, hein, c'est transformer le bien primaire, peut-être que ce secteur il n'est plus autant efficace que par le passé. Mais peut-être qu'il y a certaines branches qui, elles, sont plus efficaces pour permettre aux pays en voie de développement de converger vers des niveaux de revenus par habitant plus élevés. Et donc, c'est l'ensemble de ces questions qui m'intéressent dans ma thèse. Essayer aussi de décrire quels sont
les grandes phases d'industrialisation et de désindustrialisation selon les pays. Et donc là, ma montre me rappelle que je dépasse déjà le temps et qu'il faut que je termine de parler. Et donc, je termine sur ça. Mon objectif, c'est donc d'étudier les mutations sectorielles dans les pays en voie de développement, comprendre si la désindustrialisation précoce, c'est en effet à quel point c'est une contrainte, à quel point c'est une menace, est-ce qu'il y a des stratégies alternatives, est-ce que cette désindustrialisation précoce, elle est bel et bien vraie, quels sont les facteurs, quelles sont les causes, est-ce qu'il y a certains pays qui, lorsque l'on observe leurs tendances et leurs données historiques, est-ce que certains pays ont réussi à échapper à cette désindustrialisation précoce quand on pense à la Corée du Sud, par exemple, en 1953, au sortir de la guerre de Corée, c'est l'un des pays les plus pauvres aujourd'hui, c'est un des pays qui a une industrie manufacturière considérablement développée. Et donc, c'est autant de questions que je me pose. J'espère pouvoir y répondre dans ma thèse, partiellement. Voilà, j'espère en tout cas. Merci.